Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce workshop où on va parler d'érosion logicielle, où on va parler de dette technique, on va parler d'obsolescence matérielle également. Ce sont des thèmes qui sont importants pour nous parce que bien souvent, en fait, quand on rencontre ces problématiques chez nos clients, c'est synonyme de on doit subir l'obsolescence d'un composant, on doit subir le refactoring d'un code logiciel qui est dans nos produits, qui a plus de 20 ans et qui est immaintenable. Et en fait, ce qu'on voudrait vous présenter à l'occasion de ce workshop, c'est que finalement, déjà, on n'est pas obligé de le subir, on peut l'anticiper. Et puis, on peut le transformer en une opportunité pour créer de la valeur, pour peut-être créer plus de marge sur ses produits, pour augmenter la vitesse de développement d'un produit, sa fiabilité, sa qualité, etc. Et pour cela, en fait, on va adopter deux prismes, un prisme un peu autour du logiciel et du coup un prisme plutôt autour de l'électronique. Donc ce workshop, il vous est proposé par deux sociétés sœurs qui font partie du même groupe, du groupe Avnet, donc la société Witekio, que je représente aujourd'hui avec Pierre également, et la société Silica. Donc Witekio, nous, on est dans le domaine des professional services dans le développement de logiciels embarqués, et Silica est notamment un distributeur de composants électroniques. Moi, je m'appelle Renaud, je m'occupe du développement commercial de Witekio sur la France et je suis accompagné par mon collègue Pierre. Merci Renaud, donc Pierre Lecomte, je suis responsable des solutions logicielles à Witekio et mon objectif c'est d'accompagner les clients sur leurs besoins complexes et de trouver des solutions qui prennent en compte toutes les exigences. Et également par notre collègue Laurent. Enchanté, donc je suis Laurent Lagos-Santo, je suis spécialiste en technologie de sécurité pour Avnet Silica. Donc j'aide les clients à choisir les bons composants en fonction de leurs critères vis-à-vis de la sécurité, à les déployer dans leurs produits et aussi à prendre en compte la problématique de production, notamment l'injection de clés, l'injection de secrets, l'injection de firmware lors de la production de leurs produits. Super, merci messieurs. Je vous propose du coup en termes de sommaire, donc on va parler donc d'érosion de dette technique. En fait, Pierre va nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est quoi les symptômes. Si par exemple vous, en tant que responsable du développement logiciel au sein d'un bureau d'études chez un industriel, vous avez ces symptômes, au moins vous pourrez vous les diagnostiquer. On va parler de la cybersécurité parce que la cybersécurité, notamment la RAID, le CRA, c'est peut-être des choses dont vous avez entendu parler. Ça va obliger les industriels potentiellement à revoir leur code, leur stack applicative et puis leur bill of material. Donc pour ça, Laurent nous parlera des différentes stratégies. Pierre ensuite parlera finalement avec la liste à la Prévert qu'on aura vue, est-ce que c'est une montagne si grosse que ça à gravir? Et puis enfin sur la partie refactoring applicative, pareil, Pierre vous donnera un peu de retour sur expérience et quelques clés pour réussir ça facilement. Donc sans plus attendre, Pierre, je te laisse introduire le sujet. Merci Renaud. Je vais prendre la petite zapette. Donc oui, on va parler d'érosion logicielle et il faut savoir que l'érosion logicielle, c'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup. On a souvent des signes avant-coureurs et c'est des choses qui se développent au fur et à mesure en fait sur votre logiciel. C'est pas d'un coup, on va se réveiller un bon matin, on va discuter avec son équipe de développement et on va se rendre compte que en fait, on a une grosse problématique et qu'on va commencer à parler de refactoring. Ce gros mot dont tout le monde a peur en général, le refactoring. Et là, les différents signes qu'on va remarquer au fur et à mesure du développement, déjà, ça va être des mises à jour qui sont assez complexes. Si vous faites des évolutions sur votre logiciel et que vous vous dites, tiens, avec l'équipe de développement, à chaque fois qu'on
On fait une estimation du temps de développement. En fait, le même développement, de manière récurrente, à chaque fois, ça prend soit le même temps, soit en fait, ça augmente. C'est qu'on commence à certainement avoir une perte de connaissance et des signes d'érosion logicielle. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être un signe. L'autre signe, ça va être des équipes qui ont du mal à modifier le code, que vous dites « Ah, j'aimerais bien qu'on fasse ça », et qui vous disent « Ah non, mais moi, je ne veux pas toucher à ce code, ça me fait peur ». Donc ça, c'est aussi un signe d'érosion logicielle. Il y a des codes, on n'y touche pas parce qu'en fait, c'est trop risqué. L'autre problème, c'est que vous faites du test, c'est normal en quelque sorte, et ce test, en fait, vous prend un mois, je sais pas, pour tester tout, en long, en large et en travers, et là, ça devient réellement compliqué. Sinon, c'est les dommages collatéraux, on entend souvent parler, j'ai fait tel développement sur telle fonctionnalité, et j'ai une fonctionnalité à côté qui n'a rien à voir, et celle-ci, elle est touchée. Et là, en général, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a modifié, et on a un signe d'érosion logicielle. Sinon, il y a des problèmes justement sur des bugs, et on n'arrive pas à les expliquer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une investigation, 1 semaine, 2 semaines d'investigation, ça peut arriver. Il peut y avoir des bugs qu'on a du mal à expliquer, mais quand c'est récurrent, c'est souvent un signe que ça commence à arriver à cette érosion logicielle. Et sinon, c'est encore une fois une explication difficile sur des pertes de performance. Donc voilà, on a un logiciel, il se passe des choses, et malheureusement, on perd de la performance. Ça peut arriver à tout le monde, mais quand c'est récurrent, en fait, c'est souvent qu'on fait des choses et qu'on ne maîtrise pas exactement ce qu'on fait. Donc on voit quand même quelque chose qui ressort, c'est qu'on perd la maîtrise du logiciel au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on fait des modifications, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va trouver des solutions qui sont liées à la cybersécurité aussi, parce qu'on va aller avec Laurent sur la cybersécurité, on va trouver des solutions justement pour comprendre et pour garder le contrôle sur ces différents logiciels. Et comme on va parler d'hardware, c'est vrai qu'on va rester dans le monde de l'embarqué. Et là, on va distinguer deux mondes. On va distinguer le monde MPU, microprocesseur, et le monde microcontrôleur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la différence. Microprocesseur, ça va être plutôt type Raspberry Pi. Et microcontrôleur, c'est vraiment un système contraint sur lequel on a quelques kilooctets, quelques mégaoctets aujourd'hui sur les plus gros microcontrôleurs en RAM et en flash. Donc, ça va être vraiment deux environnements embarqués. Et c'est vrai qu'en MPU, on avait déjà des solutions qui existaient, dues aux OS type Linux ou même Windows ou Android. Et c'est vrai que ces OS nous aidaient à combattre cette érosion logicielle parce qu'ils avaient une idée en fait de plateformisation. Et quand on voulait changer de hardware, aujourd'hui vous avez un Yocto par exemple, vous voulez changer de hardware, c'est pas si difficile que ça. Vous voulez passer de ST à Renesas ou l'inverse, ça se fait en vrai sur MPU. Côté applicatif, là c'est le cœur de métier et c'est là où il y a le plus de développement logiciel et c'est là où on va retrouver de l'érosion. Côté MCU, c'était très lié au hardware. On va voir que ça évolue aujourd'hui. C'était très lié au hardware, vous achetiez un hardware, vous aviez la stack qui allait avec, et là, en fait, vous voulez changer de hardware. En général, il y a tout à refaire. Donc soit vous aviez prévenu ça d'une manière ou d'une autre, mais c'était, nous, avec les clients qu'on a, en vrai, c'était assez rare. Quand on faisait correctement l'architecture, on essayait de combattre ça. On avait des solutions qui étaient en place. Mais c'est vrai qu'en général, en fait, on change même d'IDE, on change d'outils. C'était assez compliqué. Donc, les raisons de l'érosion logicielle sur l'application, en fait, c'est ce qu'on a dit, une perte de contrôle, une perte de connaissance. Et ça peut arriver de différentes manières. Ça peut être de manière insinueuse des fois, en fait, au niveau de la documentation. Déjà, un gap entre la documentation et ce qui est réellement au niveau de l'architecture, c'est très problématique. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais vous voulez faire entrer un nouveau développeur sur votre projet. Le nouveau développeur, la première chose qu'on va lui dire, c'est lire la documentation. S'il se rend compte que, tiens, sa documentation, elle est très bien, mais que derrière, en fait, dans le code, c'est totalement différent, en fait, c'est déjà foutu. C'est-à-dire que lui, il va se dire, qu'est-ce que je dois faire, et ainsi de suite. Après, c'est la perte d'un développeur, parce que ce qui est très important, c'est le contexte. On dit souvent, le développeur, il n'a pas bien fait son travail. Mais je pense que moi, c'est faux, en fait. Le développeur, il travaille dans un contexte qui est donné. On lui a dit, voilà, il faut que tu développes en tant de temps, avec telles circonstances. Et ça, on l'oublie. On l'oublie, en fait, les développeurs qui passent derrière, ils oublient ce contexte-là, ils se disent, mais pourquoi il a fait ça? Mais en fait, ça, c'est hyper important. Et tout ce contexte-là permet, en fait, de comprendre comment je vais reprendre ce code-là, comment je vais le faire évoluer pour ajouter mon code par-dessus, parce qu'en fait, c'est ça dont on parle. C'est comment gérer un code qui a peut-être 10 ans d'âge, 15 ans d'âge, et le faire évoluer et faire en sorte qu'il survive et qu'on n'ait pas besoin de repartir à zéro. Et sur MCU, c'est ce dont on a déjà parlé, c'est en fait le lien entre le fondeur et la technologie.
les IDE qui sont dédiés aux fondeurs, les technologies qui sont dédiées à ce fondeur-là et en fait qui posent des soucis. Et dès que vous voulez changer en fait une obsolescence hardware, clairement, un hardware qui est plus produit et vous devez changer de hardware et demain vous devez tout refaire. Et bien ça malheureusement c'est ce qu'on appelle une érosion logicielle aussi. Donc aussi, en fait avant on se disait au pire on ne change pas. On garde, on fait le même produit et puis on repart de zéro. Et là, maintenant, ça va être un peu plus difficile. C'est vrai que il y a les besoins de nouvelles fonctionnalités, les écrans, la connectivité qui poussent à faire ces évolutions. Mais il y a un sujet qui est très important et c'est aussi pourquoi on est là aujourd'hui, c'est la cybersécurité. Et Laurent va vous en parler un peu mieux. Mais c'est vrai que la CRA, par exemple, va nous pousser à faire ces évolutions, des mises à jour. Et puis même, il y a des nouveaux requirements en termes de cybersécurité et il faut absolument faire ces modifications. Et là, si on ne peut pas changer son logiciel, ça risque d'être compliqué. Donc Laurent, je te laisse continuer. Ouais, merci Pierre d'avoir un peu situé et défini ces notions-là. Effectivement, les régulations qui arrivent là peuvent être un des moteurs pour changer son hardware, changer son software. Quel est ton regard là-dessus, Laurent? Et surtout, comment, quelque part, ça peut aussi créer de la valeur dans un produit? Merci. Ah non, c'est pas le bon. On reviendra en arrière. Ok. Alors, pour enchaîner donc sur ce qu'on vient de dire, c'est fou comme la peur du gendarme pousse les gens à faire les choses correctement. Et c'est un peu ce qu'on est en train de voir avec les régulations qui sont en train d'arriver. Alors, il y en a une, elle n'est plus en train d'arriver. Si vous faites de la radio, des équipements qui ont des antennes ou des choses comme ça, vous savez que la RED est rentrée la partie cyber security de la RED est rentrée en vigueur au mois d'août de cette année. Vous savez à quel point ça a été fait dans la douleur. Je ne veux pas vous présenter un scénario catastrophe, mais dans 2 ans, il y a le CRA qui arrive aussi en vigueur et lui va concerner tous les produits et pas juste les produits qui sont connectés par radio. La manière dont il faut le voir, c'est qu'on n'essaye pas de faire le produit parfait, le produit qui a plus de failles, le produit qui a plus de trous. D'accord ? On essaye de combler un maximum de trous dans le contexte dans lequel le produit va être utilisé. Donc il y a quand même un côté raisonnable qu'il va falloir garder. Il va y avoir des évolutions, mais il va falloir les faire dans un contexte économique et dans un contexte pratique et seulement faire les évolutions qui sont nécessaires dans le contexte dans lequel le produit va être utilisé. Et pas forcément augmenter la facture ou augmenter la complexité pour faire de la sécurité pour la sécurité. Je n'ai pas vraiment besoin de vous convaincre sur le sujet, probablement, mais en gros, on y est, c'est maintenant. C'est-à-dire que le texte a été voté fin 2024. La période de transition a démarré. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le calendrier, mais il y a 2 échéances importantes. Mi-2026, il va falloir, de manière obligatoire, gérer la réactivité vis-à-vis des vulnérabilités, software et hardware. C'est-à-dire que en tant que fournisseur de produits, vous êtes responsable des vulnérabilités qu'il va y avoir dans vos produits. Alors peut-être que les vulnérabilités viendront de tierces parties, mais en étant le propriétaire du produit ou l'émetteur du produit, vous serez responsable de recueillir les notifications de vulnérabilité. Et ce processus-là deviendra obligatoire à partir de mi-2026, septembre 2026 précisément. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui sera décembre 2027, où là, tout produit mis sur le marché, donc tout nouvel exemplaire de produit mis sur le marché, devra être mis en conformité avec le CRA. Ça couvre les nouveaux designs, les nouveaux produits qui sont mis sur le marché, mais ça couvre aussi les produits actuels et leurs nouveaux exemplaires qui seront mis sur le marché à partir de cette date-là. Donc ne croyez pas que les produits existants sont hors scope du CRA, ils seront complètement dans le scope du CRA, si tant est que vous voulez continuer à les vendre, en tout cas sur le territoire européen. En gros, le plan pour être mis en conformité avec le CRA, il commence par un effort, c'est de lire le texte. J'insiste un peu là-dessus, c'est important de le faire et surtout c'est important d'utiliser le pointeur qui est là. C'est la seule vraie source d'information fiable qui est le texte original, qui est fourni dans toutes les langues de l'Union européenne et qui contient vraiment la vraie matière et la vraie régulation. Alors elle sera complémentée par de nouveaux textes qui apparaîtront courant 2026 et courant 2027.
Mais malheureusement, si vous faites une recherche dans un moteur de recherche autour du CRA, vous allez tomber sur beaucoup d'informations qui n'est pas nécessairement en conformité avec ce texte-là. Donc soyez vigilants, prenez l'information à la source. Ensuite, il y a tout un plan à suivre qui est d'identifier dans quelle classe votre produit se trouve. Il y a des différentes classes de niveau d'assurance qui sont définies dans le texte. De produire de la documentation, de voir quelle documentation vous avez et de produire la documentation que vous avez. Faire un risk assessment, c'est obligatoire dans le cadre du CRA. Gérer vos vulnérabilités. Définir une posture pour réagir à ces vulnérabilités. Et choisir votre software bill of material, donc les composants logiciels. Choisir votre hardware bill of material, donc les composants matériels. Ça, vous en avez l'habitude, c'est juste qu'il va falloir ajouter des critères de cybersécurité maintenant. Et puis définir une stratégie de production. Vous avez déjà une stratégie de production, maintenant il va falloir la définir dans le cadre de comment je gère la partie cybersécurité de ma production. Est-ce que mes produits sont construits de manière sécuritaire? On est là pour vous aider, donc Witekio et Avnet, donc ce sont deux compagnies sœurs qui sont là pour vous aider sur les aspects logiciels et process. Witekio peut vous aider avec des workshops de cybersécurité qui vous aident à définir les propriétés de votre produit, qui vous aident aussi à faire le risk assessment, à produire la documentation nécessaire. Witekio peut aussi vous aider sur le développement et Avnet peut vous aider sur le choix du matériel et aussi sur la stratégie de production. C'est deux sujets sur lesquels on va spécifiquement, chez Avnet Silica, on vous aide historiquement et on va vous aider de manière plus active sur la partie cybersécurité. Alors, on va commencer par la partie matérielle. La bonne question à se poser, c'est de quel niveau de sécurité j'ai besoin. Et vous allez suivre le même trajet. J'en fais pas assez, puis je vais vouloir en faire trop, et puis je vais redescendre à la réalité et en faire le bon niveau. Pour déterminer le bon niveau, il y aura les exigences du standard, de la régulation, qui vous diront qu'est-ce qui est demandé. Et puis il y aura votre produit, dans quel contexte il est utilisé, comment il est utilisé par vos clients, par leurs propres clients, quelle est la menace réelle et quelle est la réalité économique à laquelle vous devez faire face. Et le bon niveau de sécurité sera celui qui sera adapté à tous ces critères. J'ai souvent l'habitude de voir des gens qui cherchent à en faire trop parce qu'ils ont cette réaction un peu paranoïaque, juste après avoir découvert le sujet de la cybersécurité. En termes d'assistance hardware, les sujets dont vous allez devoir entendre parler, ou vous allez devoir comprendre, c'est le Secure Boot, le Secure Firmware Update, tout ce qui est gestion du debug et du cycle de vie, l'authentification de vos appareils et la sécurité des communications. Alors, le Secure Boot, en gros, c'est s'assurer que le code originel ou que le code légitime peut s'exécuter et qu'il n'est pas modifié. Parfois, ce n'est pas obligatoire, mais parfois, il peut aussi y avoir s'assurer de la confidentialité du code. C'est applicable quand il y a vraiment un besoin de cacher un secret qui se trouve dans le code ou un algorithme un peu compliqué qu'on ne veut pas se voir voler par la concurrence. Mais par expérience, souvent les gens veulent faire de l'encrypted boot, par exemple, alors qu'ils n'en ont pas nécessairement besoin. Donc il faut être vigilant là-dessus, est-ce qu'on ne veut pas trop en faire ? Le Secure Firmware Update, donc c'est la même idée. C'est le code légitime qui peut être installé sur le device, ne pas avoir un code qui est remplacé lors de la mise à jour par un code hostile ou par un code trop ancien pour lequel il y a de nouvelles versions qui sont disponibles. Là aussi, le code devrait être protégé pendant le transport pour éviter qu'il soit volé, si ça a du sens. Tout ce qui est gestion du cycle de vie et du debug, c'est pour faire en sorte que si jamais il doit y avoir des interventions type retour pour maintenance, faire en sorte que ce soit faisable seulement par des opérateurs authentifiés. Donc ne pas laisser une interface de debug ouverte et que le moindre développeur qui possède un JTAG puisse aller dumper la mémoire et valider les secrets. Je vois des sourires dans la salle. C'est des failles que vous connaissez déjà, d'accord ? Et ça va être quelque chose d'important dans la gestion de ce process-là, c'est vous connaissez déjà les problèmes, il va juste falloir les lister et éventuellement les résoudre. Mais au moins les lister, c'est ce qui va être le plus important. L'authentification, c'est s'assurer que vos produits sont originaux, que ce ne sont pas des contrefaçons, et aussi vérifier que des produits sont bien autorisés à se connecter à une infrastructure. Vous avez un serveur MQTT, il va vérifier à l'entrée que seuls les appareils qui ont un certificat légitime peuvent se connecter. Pour que l'appareil ait un certificat légitime, il va falloir l'avoir installé lors de la production. Et enfin, souvent les données que vous voulez publier ou les commandes que vous voulez recevoir sur vos appareils, elles ont une valeur
Il faut à minima les protéger en authenticité. Souvent, il faut les protéger en confidentialité. On va mettre en place des protocoles de communication sécurisés, type TLS. On ne va pas réinventer la roue, mais on va le faire de manière adéquate pour avoir le bon niveau de sécurité. Quelles sont les solutions hardware qui vous permettent d'implémenter tout ça? Alors la solution reine quand on est du monde de la sécurité, c'est un peu le Secure Element. C'est quoi? C'est un composant discret, donc souvent un petit composant qui est connecté en SPI ou en I2C, donc séparé du composant principal, du composant applicatif. Il a souvent une résistance aux attaques physiques. Ça vient du monde bancaire en général, ce genre de technologie. Attaques physiques, c'est des attaques en décapage, c'est des attaques au laser, c'est des impulsions électromagnétiques. C'est des gens assez méchants qui veulent vraiment retrouver les secrets qui sont dans le composant. Pour ça, ils ont un intérêt financier à le faire, qui n'est pas toujours valide dans le cas d'un produit IoT qui va reporter une température. D'autres solutions, les TPM. Donc là, on peut considérer que c'est des Secure Elements, mais à fonction un peu spécialisée. Ils ont vocation typiquement à sécuriser des plateformes type Linux ou Windows et à maintenir l'intégrité de la plateforme. En particulier, ils mettent en place ce qu'on appelle des measured boot, où on va vérifier que le logiciel est intègre et qu'il n'a pas été modifié pendant la vie du produit. Il y a des suites logicielles d'intégrité qui existent notamment pour Windows et pour Linux. C'est un produit un peu niche, mais qui répond à un besoin bien particulier. Et enfin, la masse finalement, tout le reste, ce qu'on voit énormément apparaître maintenant en termes de nouveaux produits et qui vont nécessiter des modifications du coût logiciel et de production, ce sont les microcontrôleurs sécurisés et les microprocesseurs sécurisés. Donc ils embarquent le même genre de fonctionnalités, type le Secure Boot ou les fonctionnalités de crypto. Ils utilisent parfois des technologies type Trust Zone pour faire de l'isolation. Certains d'entre eux viennent avec des Secure Enclave, qui sont des sortes de Secure Elements intégrés aux composants. Ils peuvent fournir des résistances aux attaques logiques, aux attaques logicielles, et certains d'entre eux peuvent même faire des défenses contre des attaques physiques. Là, encore une fois, le critère, ça va être dans votre environnement, de quoi avez-vous réellement besoin, quel est votre attaquant typique, quels sont ses moyens, et quel est finalement le coût d'une attaque réussie sur votre business et sur la pérennité de votre produit. Et c'est ça qui va vous permettre de choisir finalement le bon niveau de sécurité pour votre produit. En parlant de niveau de sécurité, ils viennent tous avec des niveaux de sécurité différents. Les Secure Elements viennent avec un niveau de sécurité qui est typiquement audité en termes de critères communs, donc avec un très haut niveau de sécurité et un très haut niveau de confiance. Les Secure Controllers, ça va être des choses plus faibles, comme CZIP ou ARM PSA. Mais ça donne déjà un niveau d'assurance qualité sur le niveau de sécurité réel. En tant que distributeur, on peut vous aider avec notre line card. On a des composants de sécurité qu'on peut vous vendre ou des secure microcontrôleurs ou secure microprocesseurs d'à peu près tous les fournisseurs du marché. On va vous aider à choisir celui qui est adapté par rapport au logiciel que vous avez, ce que vous savez déjà faire tourner, par rapport à l'écosystème que vous avez déjà, les environnements de développement, les choses comme ça, et par rapport aux spécificités particulières du produit dont vous avez besoin. Tout le monde n'a pas une Secure Enclave, tout le monde n'a pas un Secure Element, tout le monde n'a pas un TPM, donc il va falloir choisir dans cette line card les meilleurs produits qui sont adaptés à votre besoin. Dans le plan, il y avait un deuxième élément qui était important, c'était l'élément production. Et en particulier l'aspect provisioning, c'est-à-dire injection de secrets, injection de contenus sensibles, d'assets sensibles. Donc on va venir sur ce sujet-là. Là, en gros, il y a 3 façons de le faire lorsqu'on construit un produit. Il y a chez le distributeur, sur la ligne de production ou sur le terrain, une fois que le produit est mis sur le terrain. Chez le distributeur, chez Avnet Silica par exemple, on a un magasin dans lequel on stocke les composants et lorsque vous nous les commandez, on les met dans des camions, on vous les expédie. Dans ce magasin, on a un centre de programmation, un centre de modification de produits. Avant de vous expédier les composants ou de les expédier à vos fabricants, on peut faire des modifications sur les produits et par exemple mettre votre firmware dans le produit ou mettre des clés dans le produit ou bloquer le produit dans un état de cycle de vie sécurisé. En gros, on peut faire toutes les modifications qui sont nécessaires pour mettre le produit dans le bon état, en tout cas l'état suffisant qui permettra de le protéger lorsqu'il sera sur le site de fabrication.
Donc si vous avez la capacité de le faire, si vous avez le contenu cryptographique nécessaire au moment de la commande, c'est une très bonne manière de faire. Ça vous évite de passer du temps à le faire vous-même et ça vous permet éventuellement, si vous n'avez pas complètement confiance dans votre site de fabrication, ça vous permet de vous assurer que le site de fabrication ne reçoit que des composants qui sont sécurisés et qui ne peuvent pas être modifiés sans que vous en soyez prévenu. Deuxième solution, c'est de le faire sur le site de production. Là, on peut vous aider à mettre en place, sur la ligne de production, des boîtiers type HSM qui vous permettent de faire une émission de certificat en local près du produit, qui peut vous permettre d'activer le debug, qui peut vous permettre de charger votre code de manière sécurisée. Enfin, et ce n'est pas forcément une alternative, ça peut être un complément, vous pouvez faire ces mises à jour sur le terrain. Donc ça peut être la configuration initiale qui se passe sur le terrain. La première fois que l'appareil est mis en connectivité sur un réseau, il va aller chercher ses credentials, il va aller chercher son contenu. Ou ça peut être lors d'une mise à jour, un renouvellement de certificat, un changement de clé de signature pour le firmware. C'est des choses qui peuvent se faire sur le terrain avec l'appareil qui va aller lui-même chercher les informations auprès de serveurs sécurisés. C'est aussi des services qu'on propose et qu'on peut vous aider à mettre en place. Merci Laurent. Alors peut-être juste le temps que tu mettes sur les bons slides. Donc si je comprends bien par rapport à la cybersécurité, l'enjeu c'est pas juste une compliance. Quelque part on peut créer de la valeur parce qu'on va protéger son IP, on va protéger ses utilisateurs, sa marque, on va potentiellement moderniser aussi sa supply chain. Tu as parlé des solutions hardware. Pierre, de ton côté, Laurent a parlé aussi de Secure Boot, Secure Storage, authentification, Secure Update, etc. Toutes ces choses-là, en fait, est-ce qu'il y a des solutions aussi logicielles aujourd'hui qui nous permettent de ne pas avoir à redévelopper tout ça pour se simplifier la tâche? C'est une très bonne remarque, Renaud. C'est vrai que Laurent nous a présenté tous ces nouveaux besoins en termes de cybersécurité et c'est vrai que la cybersécurité c'est un sujet qui bouge, c'est pas un sujet qui est statique aujourd'hui, c'est les requirements. Donc demain, là on fait des mises à jour au niveau cybersécurité et il faudra certainement en faire dans plusieurs années aussi. Et l'idée c'est de se dire, je vais pas tout refaire à chaque fois comme tu l'as dit, et vraiment de trouver la solution qui va nous permettre d'évoluer au fur et à mesure. On avait parlé de Yocto précédemment côté Linux au niveau MPU qui nous permettait justement de faire évoluer peut-être plus simplement, et on a parlé un peu du monde microcontrôleur sur lequel on avait des technologies qui étaient très liées aux fondeurs et qui étaient très liées au système qu'on a utilisé sur le moment. C'est vrai que là, ici l'idée ça va être de faire évoluer tout ça. Au niveau microcontrôleur, on ne peut pas rester dans la même chose. Et c'est vrai que là, on se représente sur la gauche et ça peut faire rire certaines personnes. C'est à quoi ça ressemble la plupart du temps, en fait. On essaye d'avoir ce qui était sur la droite avec une application, un microcontrôleur qui était bien défini par rapport aux API hardware, à l'utilisation du hardware et du système d'exploitation. Mais quand on a récupéré énormément de code de nos clients, en fait, la plupart du temps, en fait, on se retrouve avec une application, des appels hardware à droite à gauche, des appels système à droite à gauche. Et en fait, quelque chose, quand il faut le faire évoluer, il faut changer de fondeur, il faut changer d'OS, et il faut tout casser, quoi, quasiment. Donc en fait, c'est ça la problématique, c'est d'arriver à recréer ça. Et c'est vrai que c'était possible. Avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est possible. C'est juste que ça prend du temps, ça coûte de l'argent et ça demande une maîtrise et une capacité qui n'était pas facile à avoir. Et c'est ça qu'on va voir. Et justement, il y a quelque chose qui arrive quand même, Zephyr, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, au niveau développement microcontrôleur. Et là, on va retrouver la mentalité qu'on avait dans Yocto, avec certains systèmes qui sont identiques dans leur manière de réfléchir. Et Zephyr, c'est vrai qu'en termes de développement RTOS, c'est ce qui monte beaucoup, avec une communauté, avec un support en termes d'architecture qui est vraiment très large, et un support de référence. Aujourd'hui, on parle plus de 800 références différentes sur Zephyr. Moi, je vous laisse aller voir la documentation de Zephyr, justement, sur le support des différentes cartes. Vous retrouverez énormément de support.
Et c'est très configurable. On va retrouver kconfig, le device tree. Ça, c'est des choses qui étaient utilisées côté Yocto aussi pour justement décrire le hardware, pour configurer le hardware et justement pour utiliser ce qui était nécessaire et pour avoir des API génériques au-dessus. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est vachement intéressant et notamment au niveau des mécanismes de cybersécurité. C'est vrai que Laurent a présenté justement, tu as présenté le Secure Boot, le Secure Update, tout ça. Et bien tout ça, en fait, Zephyr va nous aider à les implémenter. Et en termes de mise en place des mécanismes de cybersécurité, évolution du hardware, il faut voir qu'on va être capable de changer des fois le hardware très simplement et passer d'une référence à une autre sans complexité. Nous, aujourd'hui, par exemple, on fait des proof of concept où on supporte du ST sur notre proof of concept. On passe à du Renesas, ça nous prend 1 jour. Donc ça, c'est quelque chose en microcontrôleur qui était très compliqué avant. Et ça, c'est aussi parce qu'il y a une intégration de beaucoup de choses. MCU Boot, c'est un bootloader. Le bootloader MCU Boot est intégré dans Zephyr. C'est quelques lignes au niveau du build de Zephyr et MCU Boot est là et paramétré. TFM, c'est pareil, c'est l'implémentation justement de base. Tu as parlé tout à l'heure de Trust Zone, justement, où on allait pouvoir avoir 2 mondes, un monde sécurisé, un monde non sécurisé. Dans le monde sécurisé, on allait pouvoir faire plein de choses et gérer notamment le Secure Boot, la cryptographie et ainsi de suite. Et justement, cette implémentation de base TFM, elle est intégrée. On a des API génériques dans Zephyr. L'intégration, peut-être une journée avec Zephyr, si vous aviez un FreeRTOS, il y a tout à faire à la main. Donc ça, c'est une énorme différence. Pareil, le Mbed TLS qui est directement intégré. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous aider. Aujourd'hui, c'est un exemple de technologie en fait, qui nous aide à prévenir un peu cette érosion logicielle poussée par le hardware aussi. Donc aujourd'hui, voilà, on a des choses et vous pouvez réfléchir et trouver les bonnes solutions. En tout cas, ça commence à arriver sur le marché. En microcontrôleur, en MPU, on en avait déjà pour vous mettre sur la bonne voie. Renaud, je te laisse... Je vais passer directement. Ouais. Merci Pierre pour cet éclairage sur la partie microcontrôleur et plutôt bas niveau. Si on en revient à l'un de tes points principaux, tes points initiaux, on parlait d'érosion, on parlait de refactoring. Comment est-ce que justement on peut empêcher, parce que c'est des situations qu'on a vues souvent avec nos clients, code legacy, ça fait 20 ans, voilà, on l'a pas trop touché, ça marchait bien, mais en fait là on se rend compte que il est en fin de vie. Comment est-ce qu'on fait peut-être pour anticiper en fait C'est un très bon point, Renaud. C'est vrai que au début j'ai dit refactoring, c'est un peu le gros mot. C'est le gros mot que tout le monde souhaite éviter. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on fait tous du refactoring quand on fait du développement à n'importe quel moment dans le projet. Et en fait, il faut l'accepter. C'est-à-dire que dès qu'on fait une modification, une ligne de code, des fois, on reprend un logiciel qui était existant et on ajoute son propre logiciel par-dessus, on change une ligne. En fait, c'est du refactoring. Et il faut accepter ce refactoring. Il faut déjà... construire des fondations solides, avoir l'outillage pour monitorer en fait tout écart qui peut arriver. Parce qu'on a vu que justement l'érosion logicielle arrive quand on perd la maîtrise de son logiciel. Donc en fait, c'est créer des fondations solides, c'est avoir une culture et une méthodologie qu'on va voir ensemble pour combattre ça, et c'est justement être capable de le monitorer. La première chose en fait, et là ça va être plutôt dans la mentalité, là c'est vraiment un exemple. Il peut y avoir plein de choses différentes, mais par exemple on va parler du danger de la complexité. Vouloir faire par exemple plein de microservices dès le début. Vous savez, vous essayez de prévoir le futur, vous dites mon logiciel il va être utilisé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, donc je vais créer tout ça. Il faut bien voir que tout ça, vous allez devoir le maintenir, vous allez devoir garder la connaissance sur tout ça et il va falloir le faire évoluer. Tout ça, c'est énormément de documentation pour être maintenu correctement. C'est énormément d'outillage. C'est souvent des méthodologies qui vont changer entre les différents services. Donc tout ça, c'est un danger. Je ne dis pas que le microservice, c'est pas bien. Mais par contre, ça se réfléchit. C'est comme le monolithique. Le monolithique a des pour et des contre. Le microservice a des pour et des contre. Et il faut choisir la bonne architecture en fonction de ses besoins et de l'équipe qu'on a en face. Ça, c'est un point hyper important pour prévenir l'érosion logicielle. Aussi, il y a des choix d'implémentation qui peuvent être faits. Là, il y a un exemple avec l'architecture hexagonale où on va décorréler justement la partie
métier de la partie technique. On va faire des connecteurs avec les différentes parties techniques et dont l'idée en fait c'est qu'on peut changer chaque connecteur. Par exemple, si on veut avoir un connecteur avec une IHM, je peux très bien créer mon connecteur avec cette IHM là et changer au fur et à mesure et me faire des mocks pour faire du test de mon côté et ainsi de suite. Et tout ça est changeable facilement, changer ma partie métier. Donc tout ça, c'est des choix d'implémentation qui sont possibles pour prévenir l'érosion logicielle. L'autre point, ça va être justement sur la méthodologie. Donc on a parlé justement de la mentalité. Maintenant, il y a la méthodologie. Et l'objectif global, c'est d'avoir la connaissance du logiciel à n'importe quel moment quand on veut faire une évolution, un développement. Là, on parle vraiment de logiciels qui vont durer sur 10-15 ans en général et sur lequel, en fait, on veut garder la capacité de le faire évoluer sans passer dans le piège de « il faut tout redémarrer ». Donc ici, ça va être de gérer l'obsolescence de la documentation. On en a parlé au début, c'est un point hyper important. Le deuxième point, ça va être de diffuser la connaissance. Diffuser la connaissance, c'est assez simple, puisque vous le faites déjà certainement en partie quand vous faites des peer reviews. Si vous faites du pair programming, ça, en fait, avoir le contexte, pas juste sur un développeur, mais le partager dans toute l'équipe, ça, c'est hyper intéressant. Et éviter la complexité, on l'a vu juste avant, microservices par rapport à monolithique. Microservices, ça peut être très bien, mais si en fait, ça entraîne une complexité que vous n'êtes pas capable de gérer, c'est un problème et un piège pour l'érosion. Et sinon, ça va être justement d'autres choses au niveau de la méthodologie, ça va être essayer d'avoir le source code. C'est vrai que, alors quand on est une très grosse compagnie, qu'on a la capacité d'acheter beaucoup de choses et justement d'être supporté par plein de partenaires qui vont nous faire les différentes parties, des fois eux vont nous faire évoluer le logiciel. Mais si vous voulez faire évoluer le logiciel et que en fait vous avez choisi une solution sur laquelle vous n'avez aucun ownership, vous n'avez même pas le source code, vous n'avez pas la connaissance, ça va être très problématique. L'avantage de Zephyr, l'avantage de solutions open source comme Linux, Yocto, c'est que vous avez ce source code. Vous êtes capable de le faire évoluer, vous êtes capable d'ajouter vos différents systèmes et derrière d'avoir en fait, si demain la société qui vous fournissait la solution n'existe plus, vous avez tout à refaire. Aujourd'hui, on a plein d'exemples, nous à Witekio, où en fait on avait des entreprises qui étaient supportées par certains suppliers qui ont dit non, nous on fait plus ça. Et en fait, il y avait un ownership, pas de source code, rien du tout. Ils nous disaient, est-ce que vous pouvez nous aider à reprendre ? C'est très compliqué. C'est aussi suivre l'évolution de la technologie. On n'a pas de Yocto, on n'a pas de Zephyr, mais en fait, si Yocto et Zephyr, pendant 3 jours, vous faites, pendant 3 ans, pas 3 jours, pendant 3 ans, vous ne faites pas de mise à jour, à un moment, ça va être un problème. Vous venez nous voir et vous nous dites, c'est bon, maintenant on veut faire évoluer, mais vous n'avez pas fait d'évolution pendant 3 ans. Et il y a eu des évolutions, il y a eu plein d'évolutions, ça évolue. Il faut faire ces mises à jour. Et le dernier point, c'est ne pas parier sur une seule technologie. L'automatisation, c'est aussi un point hyper intéressant justement pour suivre tout ça. Il y a plein d'outils. Nous, c'est vrai qu'à Witekio, on utilise en partie Axivion. Axivion pour suivre l'évolution de la documentation d'architecture. C'est vrai que vous avez plein de différents outils pour suivre le code source, faire de l'analyse statique comme SonarCloud, mais c'est vrai que Axivion, par exemple, nous permet de suivre l'obsolescence de la documentation et de voir les écarts entre ce qui est marqué dans l'architecture, dans la documentation d'architecture et ce qui est réellement fait au niveau architecture. Après, vous allez avoir plein d'outils au niveau de tests pour gérer tout ça. L'idée, c'est de voir si on commence à avoir des écarts par rapport au comportement qu'on va avoir, la connaissance qu'on pense avoir et ce qui est réellement développé. C'est ça qui est hyper intéressant dans l'érosion logicielle. Et bon, dans le cas où malheureusement on n'a plus le choix, parce que ça arrive, souvent on se voile la face, on se dit j'ajoute mes nouvelles fonctionnalités, ça marche, je pousse et j'y vais à la pelle, au couteau et je fais rentrer l'ensemble des fonctionnalités. Et à un moment, on n'y arrive plus, il faut refactorer. Les développeurs disent on ne peut plus continuer comme ça. Et s'il faut faire un refactoring, malheureusement, en général, c'est un projet dédié. C'est nous, notre recommandation, c'est de le traiter comme un projet dédié dans lequel, en fait, on va travailler sur ce qui a le plus d'impact. Et on va mettre en place tout ce qu'on a vu. L'instrumentation, avoir la connaissance du code, c'est le plus important. Donc, en fait, on va instrumenter tout ça et on va faire en sorte que tous les outils qu'on a en place nous permettent de monitorer justement notre connaissance de ce refactoring et de ce qui est développé, avec des KPI dédiés et ainsi de suite. Recréer l'architecture, la documentation liée à l'architecture et ainsi de suite, et après faire évoluer ce développement-là. Voilà, ça c'était la fin justement de ce journée pour combattre l'érosion.
Merci Pierre, tu veux peut-être passer sur le dernier slide. Donc en résumé, en fait, pour combattre l'érosion, toi, ta préconisation, c'est on applique des principes d'architecture simples et on n'essaye pas d'anticiper tout le futur. On se fait une rigueur sur la documentation qu'on doit mettre à jour. On s'outille pour mesurer en fait sa code base en termes de qualité, d'indicateurs de déviation. Et dans le cas où en fait c'est trop dur de reprendre, là, potentiellement, faire un projet dédié, quitte à recommencer from scratch, plutôt que d'essayer de reprendre du code existant qu'on fait entrer là-dessus. Super, je te remercie, je vous remercie tous les deux. On a parlé, du coup, on a défini les principes d'érosion logicielle, matérielle, on a parlé de la cybersécurité, avec en quoi ça crée de la valeur, des solutions hardware. Pierre, tu nous as présenté des solutions du coup logicielles plutôt bas niveau pour microcontrôleurs. Et enfin, on a terminé sur des guidelines concernant votre applicatif métier. On a 5 minutes pour enchaîner peut-être sur des questions. Est-ce que vous avez des questions dans l'assemblée en général? Vous n'en avez pas au début, faut lancer le sujet. Du coup, je vais lancer le sujet. Ah, une question, ouais. Oui, dans la code base de Zephyr, il y a quasiment tous les fournisseurs qui viennent mettre soit les drivers pour accéder aux Secure Elements qu'ils fournissent, donc les drivers I2C et les couches au-dessus de protocolaires pour envoyer les commandes que les Secure Elements comprennent. Et il y a aussi une prise en compte de toutes les accélérations hardware crypto. Et il y a aussi la gestion du Secure Boot, de la signature logicielle, même dans le processus de build lié à Zephyr, il y a aussi des outils de signature qui peuvent être d'ailleurs délégués à des signataires externes. Donc il y a une très bonne prise en compte de la problématique de cybersécurité. Il y a aussi la prise en compte de la production de Bill of Material. De la même manière que dans Yocto, on peut produire une Bill of Material à la fin du processus de build qui permet de savoir qu'est-ce qu'il y a à bord de ce qu'on vient de produire. Zephyr donne aussi la possibilité de générer cette Bill of Material qui facilitera beaucoup la gestion des vulnérabilités, la gestion de la maintenance. Tu voulais ajouter quelque chose sur la Bill Non, of Material? non, la Software Bill of Material, pour moi, c'est un point qui est vraiment énorme. C'est vrai qu'en microcontrôleur, aujourd'hui, on a plein de clients qui viennent nous voir aujourd'hui, qui nous disent comment je génère cette Software Bill of Material avec mon code existant. Et souvent, c'est pas forcément bien organisé et ça doit être un processus qui est souvent fait à la main dans un premier temps. Et l'évolution est complexe pour arriver à un système d'automatisation. Alors qu'avec Zephyr, c'est automatisé. En fait, avoir un résultat tous les jours, ça va être possible, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant pour le CRA 2026 pour ça. Moi, j'ai peut-être une question qui va plutôt concerner la dernière partie sur l'érosion appliquée, enfin côté application. Donc, il y a peut-être des responsables de développement logiciel qui sont dans la salle et qui sont reconnus là-dedans. Qu'est-ce que tu peux leur donner? Parce que parfois, dire faut faire plus de doc, faut prendre plus de temps pour tester, faut prendre plus de temps. En gros, prendre du temps, ça coûte de l'argent. Donc, quel tips tu peux leur donner pour potentiellement convaincre aussi leur management du retour sur investissement, de prendre ce temps maintenant pour le gagner après et éviter le gros refactoring qui va durer des années? Le premier point, si on n'a pas beaucoup d'argent et la documentation, on a du mal à s'y mettre, c'est déjà d'avoir au moins le contexte. Parce que pour moi, on a la documentation dans le code et si on arrive à bien documenter le code, on se dit souvent que déjà, c'est déjà pas mal. Et après, c'est le contexte de développement, c'est le contexte qu'on oublie souvent. Qu'est-ce qui a été vraiment demandé à la base et comment en fait on a fait évoluer ce logiciel. Le pourquoi et plutôt que quand on est développeur, regarder ce code et se dire tiens, j'ai ce code et je ne sais pas pourquoi ça a été développé comme ça. Rien que
connaître un peu le contexte, ça aide déjà justement à le faire évoluer. Et dans un deuxième point, quand on est arrivé à l'étape un moment il faut passer au refactoring, si ça n'a pas été un process naturel au fur et à mesure, c'est de se dire que malheureusement on va tomber dans le piège il va falloir refaire tout depuis zéro. Souvent on va voir des clients, ils nous disent ouais, on a fait ces erreurs dans le passé, allez on recommence tout et maintenant on ne fera plus ces erreurs là. Mais se dire que le logiciel qui était avant, en fait il est tombé dans ce piège-là. Il est tombé dans ce piège de l'érosion qu'on n'a pas réussi à faire évoluer à la fin, on veut recommencer de zéro. Et justement, c'est ça qu'on veut essayer d'éviter pour se dire, en fait, on va pouvoir le garder, on va pouvoir le faire continuer. Et en fait, c'est là où, pour moi, est la discussion, c'est est-ce qu'on veut reprendre la main à un instant donné et pas tout redémarrer, ou est-ce que en fait on accepte de redémarrer en fait, c'est ça pour moi c'est ça la vraie question, parce que si on veut garder son logiciel et le faire évoluer, à un moment, si on combat pas cette érosion, il va falloir tout redémarrer. Merci Pierre, on arrive à la fin de cette conférence. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on parle de cybersécurité, de hardware, d'évolution, de stratégie d'évolution logicielle, on vous attend sur ces deux stands. Donc dans cette partie-là, le stand d'Avnet Silica E313, et dans l'autre partie, la partie ouest, le stand The Embedded Kit, qui est un stand Witekio, au stand O208. Merci à tous et très bon salon. Au revoir. Merci.